Merci Anne-Céline qui a déjà fait quasiment les présentations de ce nouveau débat, nouveau thème parmi les 5 qu'on déborde pendant ces 4 jours. On a parlé tout à l'heure de la vision et de la stratégie, et c'est vrai que dans l'élaboration de la stratégie, il y a certaines entreprises, et on pourrait peut-être dire toutes, ont une vision aussi, ou devraient avoir une vision aussi environnementale. On va en parler maintenant de ce sujet, parce qu'il y a ceux qui aimeraient assouplir les contraintes environnementales pour favoriser la relance économique, et puis il y a ceux qui ont chassé le mot contrainte de leur vocabulaire pour plutôt voir dans l'environnement une opportunité de se distinguer et de créer de nouvelles valeurs ajoutées. Et le numérique devient dans ces cas-là un allié précieux pour atteindre ces objectifs. Sur ce plateau, 3 acteurs engagés et porteur d'initiatives territoriales très fortes. David Berthiaud, bonjour David. Bonjour. Directeur de la transformation numérique de la ville et de l'agglomération de La Rochelle. La Rochelle qui s'est fixé une ambition incroyable, devenir le premier territoire zéro carbone en 2040. On va évoquer ça dans un instant. Audrey Aviotti, bonjour Audrey. Bonjour. Responsable du département des risques naturels chez Calixis, centre de recherche dédié à la prévention des risques à la personne depuis 20 ans, qui nous accueille aussi aujourd'hui pour les plateaux. Et puis avec vous, on évoquera tout à l'heure la manière dont vous aidez les territoires à être plus résilients dans le cadre des risques climatiques et naturels. Et puis Lisa Harel, le SPN, à nouveau, directrice du SPN, un réseau qui fédère 200 entreprises du numérique sur les territoires de Niort, La Rochelle, Poitiers, Angoulême, l'ancien Poitou-Charentes. Un réseau qui s'engage vers un numérique plus responsable et plus sobre. Et on va d'ailleurs aller un peu plus dans cet après-midi sur ces sujets-là. David Berthiaud, on va commencer avec vous pour évoquer cette énorme ambition de La Rochelle de devenir un territoire exemplaire en matière d'environnement à l'horizon 2040. Un peu d'histoire d'abord pour nous expliquer un peu la genèse de cette ambition. Oui, alors La Rochelle, c'est un territoire qui assez tôt en fait, a eu pour objectif de travailler dans l'écologie urbaine, travailler sur le développement durable, donc c'est un peu dans l'ADN quelque part des acteurs du territoire. Et puis, à l'occasion en fait, d'un appel à projet de la Banque des Territoires qui est relativement récent, finalement, un certain nombre d'acteurs sont réunis pour travailler sur un objectif commun, qui est un objectif très ambitieux. C'est un appel à projet national. Un appel à projet national, tout à fait. Territoire d'innovation. Ouais. Territoire d'innovation, et qui vise en fait notre projet à rendre le territoire neutre en carbone à l'horizon 2040. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est une démarche aussi véritablement ascendante, qui a mobilisé des acteurs de terrain, entreprises, associations. Ce n'est pas uniquement porté par les institutionnels, par les collectivités. Ça ne peut pas se porter seul. Ça ne peut pas se porter seul, parce que de toute façon, on voit bien que pour réduire l'empreinte environnementale quelque part de nos actions, on ne peut pas simplement réduire l'empreinte écologique du transport public, par exemple. Il faut aussi mobiliser l'ensemble des acteurs du transport et notamment les individus. Et donc cette implication citoyenne, l'implication de l'écosystème, notamment aussi des entreprises et des associations, c'est quelque part finalement le fer de lance et la condition de la réussite finalement de cette démarche. La tête de pont, le consortium, c'est combien ? 4-5 ? Alors on a effectivement 4-5 partenaires qui sont vraiment le cœur un petit peu du réacteur, hein, la ville, l'agglomération, le quartier bas carbone Atlantec, l'université et puis le grand port Atlantique. Et puis gravitent autour de ce noyau dur, plus de 130 partenaires qui sont divers et variés, c'est l'ensemble des acteurs de la société civile. Et c'est cette condition-là, finalement, qui a permis de quelque part enclencher une démarche un petit peu vertueuse et qui vise justement à impliquer le maximum de ces acteurs territoriaux, et puis chacun à son niveau, parce qu'on voit qu'il faut évidemment disséminer et puis arriver à impliquer, accompagner aussi les changements de comportement de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques ou particuliers. Alors zéro carbone, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on supprime toutes les émissions de CO2 en 2040 ? Ouais, non, alors ce serait impossible. Ouais. C'est pas atteignable évidemment. Ce qui est important, c'est évidemment de réduire quand même nos émissions, c'est quand même la base, mais aussi de les compenser. Parce qu'on peut avoir des émissions qui sont négatives en quelque sorte. Et donc on a quand même plutôt de la chance sur notre territoire rochelais, c'est qu'on a un pouvoir de captation carbone qui est assez intéressant, notamment avec ce qu'on appelle le carbone bleu. Les zones humides. Les zones humides, tout à fait. On connaît beaucoup le carbone vert, les forêts qui captent le carbone, mais les zones humides, les marais, les zones littorales également peuvent capter beaucoup de carbone. Et donc si on les entretient et qu'on les développe, c'est aussi extrêmement intéressant à ce niveau-là. Le vert, le bleu et le brun aussi ? Oui, tout à fait. C'est quoi le brun, carbone brun ? Le brun, en fait, c'est la captation du sol. La captation, donc là, c'est l'agriculture. L'agriculture notamment, qui est aussi intéressante effectivement pour développer certaines cultures qui permettent effectivement de développer cette captation carbone. Ouais. Vous avez réalisé un bilan carbone du territoire pour connaître les postes qui sont les plus émetteurs ? Il n'y a pas de surprise ? Non, pas vraiment de surprise. Alors même si évidemment au niveau national, il y a quand même des logiques un peu différentes parce que les chiffres
Nous, on a par exemple moins d'émissions qui concernent par exemple le transport, même si ça reste un poste de dépense, je pense autour de près de 25-30%. Mais c'est tout ce qui est autour des intrants, de la consommation qui finalement est à peu près du tiers finalement des émissions carbone du territoire. On a évidemment aussi ce qu'on appelle l'écologie industrielle, donc toutes les émissions autour de la fabrication des produits et des biens de consommation qui sont aussi importantes. Et donc l'enjeu de ce diagnostic, c'est justement de voir là où sont quelque part les dépenses carbone pour pouvoir agir dessus et travailler avec les acteurs concernés. Alors, je voudrais justement, puisqu'on parle des entreprises, que vous nous parliez de cette plateforme territoriale, une plateforme d'économie circulaire. Comment ça va fonctionner, ça ? Oui, alors il y a aujourd'hui plusieurs leviers dans notre projet pour justement faire diminuer cette empreinte carbone. On va travailler sur les mobilités douces notamment, donc comment plutôt prendre un véhicule propre ou des transports collectifs pour réduire l'empreinte carbone. On va travailler sur l'économie circulaire et aussi sur le fait que dans l'économie sociale et solidaire, on puisse, en gros, les déchets des uns sont les matières premières des autres, donc faire en sorte effectivement qu'on développe ces circuits un petit peu vertueux. On va travailler aussi sur, évidemment, la notion des énergies, des économies d'énergie, que ce soit pour les bâtiments, que ce soit chez les particuliers et les professionnels. Et l'enjeu, en fait, du projet, c'est justement d'arriver à mettre tout en musique et d'arriver à mettre en place une plateforme de données qui va justement arriver et nous permettre de piloter nos objectifs et l'atteinte de nos objectifs en matière de zéro carbone sur l'ensemble des axes du projet. On mesurait tout au long jusqu'en 2040. Oui, c'est aussi assez ambitieux, parce qu'effectivement, il y a on n'a pas forcément toutes les informations disponibles à l'instant T. Et l'enjeu, c'est petit à petit, effectivement, d'agréger l'information qui est un petit peu épars aujourd'hui sur le territoire. Il y a de l'information que détiennent sur les économies d'énergie les entreprises et les associations, les particuliers également. Et on voit finalement que cette information, elle n'est pas accessible, elle ne circule pas sur le territoire. Donc il faut être amené à la capter pour mesurer, justement, quand on a des politiques publiques qui agissent, par exemple, sur la réduction de l'empreinte carbone, sur les économies d'énergie ou les travaux d'isolation, de savoir telle action, si elle a eu un effet ou pas, et puis de savoir si ça a effectivement fait baisser l'émission carbone, notamment de ce secteur-là. Qui va concevoir cette plateforme alors ? Sur les entreprises de la région, l'entreprise du numérique ? Alors on a travaillé en phase dossier, quand on a conçu l'outil avec effectivement des entreprises locales, donc même de la grande région, parce qu'il y avait des entreprises de La Rochelle, des entreprises de Niort et aussi de Bordeaux qui ont travaillé avec nous sur cette phase de spécification, d'analyse de besoins. Et une fois qu'on a donc déposé le dossier auprès de nos futurs financeurs, on s'est lancé dans la rédaction d'un cahier des charges pour ouvrir finalement à la concurrence cet outil-là et faire en sorte qu'un consortium d'entreprises, parce qu'il y a différentes compétences qui sont nécessaires, puisse répondre du mieux possible en fait à notre besoin. Voilà. Mais vous parlez de zéro carbone, mais un réseau, c'est un outil qui est quand même très consommateur d'énergie. Oui, tout à fait. C'est un peu on peut penser que c'est un paradoxe. Oui, tout à fait. Et l'enjeu, justement, c'est d'introduire dans notre projet, mais aussi d'essaimer sur le territoire, sur des pratiques qui sont davantage numériques responsables, de faire du numérique autrement. Et donc, on travaille notamment sur l'éco-conception de logiciels. On va imposer et on impose dans notre marché, dans notre consultation, une norme ISO 14062, sans non plus rentrer dans le détail, qui nous permet en termes de méthodologie d'arriver vraiment à nous concentrer sur le besoin et de ne pas développer un outil qui va être utilisé, qui va proposer 100% de fonctionnalité, mais finalement elles ne seront pas beaucoup utilisées, donc vraiment focuser sur le besoin et puis de faire en sorte effectivement qu'on soit le plus sobre possible, notamment en énergie. Et l'intérêt justement, c'est d'avoir justement cette approche dans toutes les phases du projet. Voilà. Ce type de projet, ça ne peut pas se mener à bien sans la contribution de chaque citoyen, donc à chaque acteur, mais les citoyens d'abord. Quel est le volet acculturation que vous avez prévu dans ce projet-là ? Oui, parce que évidemment qu'un outil qui se met en place, numérique ou pas d'ailleurs, si on n'accompagne pas son usage, si on ne travaille pas sur la médiation aussi de cet outil-là, sur la diffusion d'une culture numérique ou d'une culture de la donnée, parce que l'enjeu c'est de récupérer par exemple des données d'entreprise, dans du partage de données réciproques entre les uns et les autres, avec des données aussi, pourquoi pas à caractère personnel, qui seraient évidemment sécurisées, mais qui nous permettraient aussi d'impliquer les citoyens. Et ce n'est pas le fait de mettre en place cette plateforme qui fait qu'elle va être utilisée tout de suite et qu'on va partager et faire circuler les données sur le territoire. Il y a un gros enjeu, un fort enjeu d'acculturation, de sensibilisation, de mobilisation. Et on pense que la co-construction, c'est une des étapes qui va permettre justement, petit à petit d'amener ces acteurs-là finalement aussi à être sensibilisés et puis à travailler avec nous et petit à petit à créer les conditions du partage de la donnée. Voilà.
Justement, à l'appui de ce que fait La Rochelle, Lisa Harel, directrice du ESPN, vous allez accompagner les ESN vers ce numérique plus sobre, un numérique responsable, c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser cet après-midi. En quelques mots d'abord l'ESPN, avant qu'on parle de ce numérique sobre. Alors l'ESPN, c'est un réseau de professionnels de la filière du numérique. Ouais. Et notre rôle, c'est d'accompagner le développement et la croissance des entreprises et des territoires sur lesquels elles se trouvent. Aussi bien sur les sujets d'innovation, de développement à l'international que de sobriété numérique. Justement, cette notion du numérique responsable et sobre, c'est une notion qui est apparue dans vos esprits quand la prise de conscience, elle date de quand pour vous? Alors la prise de conscience, elle date d'il y a un petit moment, mais on a commencé à y travailler il y a presque 2 ans maintenant. Ouais. Il faut savoir qu'en fait, l'impact du numérique aujourd'hui sur l'environnement se fait surtout au travers des équipements. Oui. Des équipements informatiques. Aujourd'hui, on compte 34 milliards d'équipements informatiques dans le monde. On en comptait 15 milliards en 2018 et on en prévoit 65 milliards en 2025. C'est exponentiel. C'est complètement exponentiel. C'est notamment lié au développement des objets connectés. Mmh. Et donc, il y a un impact fort au niveau de la fabrication, puisque la fabrication de ces équipements se fait par l'exploitation de ressources abiotiques, donc non renouvelables, et qui sont souvent en plus exploités dans des conditions de travail déplorables. On reviendra tout à l'heure avec Vincent Courboulet. Oui, voilà. Et puis, forcément, ces équipements consomment de l'énergie, consomment de l'électricité. Et donc, il y a un vrai enjeu de réfléchir à l'usage de ces technologies numériques et de ces équipements numériques pour avoir moins d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Le numérique, aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est plus que l'aviation civile. C'est pas vrai. Ah ouais. qui représente 3% de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un vrai intérêt à ce qu'on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on utilise ces équipements numériques et comment est-ce que nous, réseau ESPN, on peut accompagner les entreprises dans ces démarches vertueuses. Ces ESN sont plutôt des PME, des TPE. Est-ce qu'elles sont armées aujourd'hui pour répondre à des enjeux aussi importants ? Alors, elles sont sensibilisées. Ouais. Elles ont conscience qu'elles ont un rôle à jouer. Néanmoins, il y a des niveaux de maturité qui sont complètement différents. Et à l'instar de ce qui illustre très bien l'action de l'agglomération de La Rochelle, c'est que ça ne sert à rien d'avoir une entreprise qui soit très, très performante sur ce sujet-là et que les autres soient à bas niveau. Et il faut qu'il y ait une action globale pour avoir un impact fort. Donc nous, ce qui va nous importer, c'est d'accompagner sur un niveau commun de connaissances, de formation, ces entreprises-là pour qu'elles sachent comment faire. Donc il y a une prise de conscience qui est réelle. Maintenant, notre job, c'est de les accompagner à se former pour être reconnus en tant qu'acteurs responsables de leur production. La formation se fait sur quoi alors c'est une sensibilisation en même temps? Alors d'abord il y a un niveau de sensibilisation, clairement. C'est avec l'Université de La Rochelle, c'est ça? Notamment, avec l'Université de La Rochelle, avec l'Institut du numérique responsable, dont fait partie l'Université de La Rochelle, qui est vraiment une référence aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc de la sensibilisation et de la formation, David parlait d'éco-conception. En fait, la sobriété numérique, c'est quoi? C'est réfléchir, c'est du bon sens. C'est réfléchir à quel usage je vais faire du numérique et c'est réfléchir à pourquoi est-ce que je le fais et éviter toutes les fioritures. Donc, je vais prendre des exemples assez simples, mais c'est de pouvoir se servir d'un SMS plutôt que d'avoir une communication via WhatsApp. Ça a moins d'impact sur l'environnement. Donc, c'est réfléchir à comment est-ce que je peux concevoir mon outil, et c'est là l'enjeu pour les entreprises, de façon... éco-conçue, quoi. Éco-conçue, voilà. Réfléchir aux réels besoins utilisateurs en évitant... Et des impacts. Voilà. Et des impacts. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent se permettre de ne pas anticiper ces enjeux, ces entreprises du numérique? Je pense que non, et je pense que c'est quoi les conséquences si elles n'y vont pas? Les conséquences, il y en a plusieurs. Alors à court terme et à long terme, il y a des conséquences. Alors d'abord sur l'environnement. On parlait des ressources abiotiques. Ouais. Dans 30 ans, on prévoit que les ressources abiotiques, il n'y en a plus. Alors ce que Frédéric Bordage dit souvent, c'est dans 30 ans, on aura la possibilité soit de faire un IRM, soit d'avoir un nouveau téléphone. Voilà. Donc ça pose la question du sens, de pourquoi est-ce qu'on s'équipe. Ensuite, il y a des enjeux sociétaux.
le numérique doit être accessible. Accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire accessible à des personnes handicapées, mais aussi à des personnes qui ne sont pas diplômées forcément en informatique. Et puis, il y a des enjeux économiques pour les entreprises. Aujourd'hui, dans la filière numérique, on se pose beaucoup la question du recrutement des jeunes talents. Oui. Les talents, ils ont envie d'aller où aujourd'hui? Les jeunes, ils ont envie d'aller dans des entreprises qui portent un projet qui a du sens pour eux, qui correspond à des valeurs. Donc, je pense que d'abord, il est prioritaire que les entreprises se saisissent de ces enjeux-là. Et Dieu sait si c'est dur de recruter en plus dans votre secteur. Et Dieu sait si c'est dur de recruter dans notre secteur, effectivement. Ensuite, il y a l'enjeu d'économie, c'est-à-dire qu'on l'a vu là encore, limiter... avoir une réflexion sobre dans sa production, c'est aussi limiter les consommations énergétiques et les consommations électriques. Et puis, enfin, je pense que c'est vraiment intégrer la sobriété numérique dans son nouveau paradigme. C'est aussi réfléchir à des innovations, à des nouveaux services, à des nouveaux usages qui vont pouvoir nous permettre d'appréhender des nouveaux marchés. Donc, je pense que les enjeux, il est essentiel que les entreprises de la filière numérique s'en préoccupent maintenant. On peut aller jusqu'à la labellisation des entreprises ou pas? Oui, alors il existe différents labels. L'INR en a mis en place d'ailleurs, je crois. Le label NR, donc numérique responsable, qui est porté par l'INR, avec une charte on en discutait tout à l'heure, puisque l'ESPN a signé la charte numérique responsable hier sur le salon ProDurable à Paris, avec l'Institut du numérique responsable. C'est quoi cette charte ? C'est une charte en fait qui engage à réfléchir à un numérique responsable et sobre. Donc on parle des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux sociétaux et économiques. Il y a le label entreprise numérique responsable qui est porté par le réseau France IT, que j'ai la chance de coprésider et qui est plutôt dédié sur les entreprises de services numériques. Et puis, il y a un certain nombre d'initiatives. Là encore, je pense qu'il est important pour les entreprises, c'est qu'on puisse les reconnaître leur engagement et leur démarche de progrès, parce que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que, et je le disais pour nous aussi hier quand on signe la charte NR, c'est que c'est un point de démarrage pour progresser. Et chaque entreprise va devoir progresser à son niveau en fonction de ses utilisateurs. Et avec même les entreprises traditionnelles, il faut qu'elles s'y mettent au numérique responsable. Oui, et on parle beaucoup de transition numérique, de transformation numérique. Aujourd'hui, il faut que la transformation numérique soit... sous ce prisme. Voilà, sous le prisme de la sobriété numérique. Et c'est comme ça qu'on aura des projets durables et pérennes. Quel projet il y a justement sur ces transformations, David, sur le territoire de La Rochelle? Les entreprises sont encouragées? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a plusieurs leviers. On a déjà une mobilisation. Alors, il y a des formations qui sont en train d'être proposées, notamment via l'ESPN et d'autres acteurs, pour déjà former, parce que c'est déjà la première chose. Et pour les entreprises traditionnelles? Et les entreprises traditionnelles également. C'est-à-dire qu'elles sont pas en dehors du scope. Aujourd'hui, on voit que c'est d'ailleurs le premier peut-être levier qui nous permet d'agir, d'impliquer les entreprises dans cette démarche-là. Ça passe déjà par la sensibilisation. Et la charte sert à sensibiliser notamment le top management, à engager l'entreprise. Et puis ensuite, les collaborateurs, se former, passer des certifications pour agir. Audrey, oui. Je voudrais qu'on voit avec vous comment vous aidez, vous les acteurs publics et privés, à envisager leur transformation numérique de leurs dispositifs, leurs process, pour qu'ils répondent aussi véritablement aux usages des utilisateurs. Vous nous rappelez ce qu'est Calixis d'abord? Oui. Créé en 97, impulsion des mutuelles, des collectivités et de l'Université de Poitiers. Oui, effectivement. Alors Calixis, c'est le pôle d'expertise du risque dédié à la prévention des risques à la personne. Donc on a à peu près 23 ans d'existence aujourd'hui. On a 3 domaines d'études, 3 principaux domaines d'études. Les accidents domestiques. Ça, c'est historique chez vous? Oui, ça c'est historique, effectivement. Donc, on a donc 2 grands observatoires aujourd'hui au sein de Calixis qui permettent de collecter un certain nombre d'informations relatives aux accidents domestiques et aux facteurs de risque. Donc, ce sont pour un observatoire des données qui sont issues des mutuelles d'assurance, des données sinistres. Ensuite, on travaille sur les risques naturels. Donc là, on accompagne les collectivités, acteurs publics et privés, je dirais, nationaux, internationaux, dans la prévention des risques. Et puis enfin, on a ce pôle d'études des comportements d'usage. Donc là, c'est d'accompagner les porteurs de solutions numériques. Voilà, exactement. Donc là, on accompagne ces porteurs de solutions numériques
Alors ça peut être tout type de solution, un équipement, un concept, une solution, un service, un dispositif médical par exemple. Et on les accompagne à adapter cette solution à l'usage des utilisateurs finaux dans un contexte bien particulier. Donc le contexte, ça peut être les risques naturels, la gestion de crise, ça peut être un contexte environnemental. Pour que la réponse soit adaptée aux usages des utilisateurs. Voilà, dans un contexte bien particulier, on s'adapte vraiment au contexte et on observe en fait ces usagers, ces utilisateurs finaux en situation d'utilisation d'un dispositif, d'une solution. Parce que la solution numérique est le plus efficace si elle est adaptée, adoptée, c'est ça? Oui, alors effectivement, oui. Donc en fait, on accompagne en fait ces entreprises dans la transformation numérique de ces solutions pour adapter cette solution aux besoins des utilisateurs dans un contexte d'usage bien particulier. La performance, on va dire, une transformation, on va dire, numérique optimale ne peut pas passer sans avoir une confrontation entre l'utilisateur et l'usage de la solution. Vous évoquez les solutions pour les collectivités. C'est des collectivités qui sont par exemple en zone inondable? Oui. Alors on sait tous aujourd'hui qu'on a des événements naturels assez récurrents qui ont amené aujourd'hui les pouvoirs publics à déployer un certain nombre de dispositifs réglementaires pour faire face et pour optimiser cette gestion des risques et des crises sur leur territoire, qui sont confrontés aux catastrophes. Il y a des startups qui s'intéressent à la transformation de ces dispositifs, en fait. Oui, voilà. Donc, transformation numérique. En parallèle, vous avez des professionnels, des startups qui se sont intéressés à la transformation numérique de ces dispositifs. Et l'idée, en fait, c'est de travailler justement sur l'usage final de ces dispositifs transformés numériquement. C'est ce en quoi vous accompagnez les startups. Voilà, effectivement. Donc, pour vous donner un exemple... C'est pas un audit ergonomique? Alors, non. Effectivement, donc là, on est bien au-delà de l'audit ergonomique. L'audit ergonomique, le concepteur peut le réaliser lui-même face à son outil. Sauf que le concepteur, ce n'est pas l'utilisateur final. Il n'a pas forcément le même vocabulaire, les mêmes connaissances du sujet, de la problématique. Il n'a pas la même sensibilité, la même appropriation et l'acceptation de cet outil est différent. Donc du coup, on va vraiment... on va créer un univers, on va contextualiser en fait un environnement de test pour mettre en situation l'utilisateur final. On prend un exemple très concret sur la nature de votre intervention pour bien la comprendre. Sur quel type de dispositif réglementaire, par exemple? Je vous donne un exemple. On est vraiment dans un contexte de gestion de crise. Ouais. On prend le dispositif plan communal de sauvegarde. Un plan communal de sauvegarde, c'est quoi? Donc, c'est un outil de gestion de crise qui est donc à l'échelle communale sous la responsabilité du maire. Et donc, ce plan prévoit d'organiser un certain nombre d'actions pour assurer l'information, la sauvegarde, la protection et le soutien à la population. Pour réaliser toutes ces actions, l'outil, on va dire, de référence dresse un certain nombre de fiches que chaque acteur va devoir suivre. Et ils sont nombreux. Et ils sont nombreux. Donc, il y a une réelle collaboration, coopération, coordination qui doit se mettre en place. Donc là, on est vraiment sur le test d'un service, d'un dispositif dans son intégralité. Et là, l'outil numérique permet quoi, en fait? Dématérialiser l'ensemble? L'outil numérique permet de dématérialiser les différents outils relatifs aux actions à entreprendre qui sont constitutives en fait de ce dispositif. Et l'idée, vous, en tout cas de la solution, c'est qu'elle soit optimisée pour gagner en rapidité, en efficacité. Voilà, c'est ça. Donc, d'où l'idée en fait d'une méthode. Enfin, vous avez plusieurs méthodes, mais au vu du temps imparti, je vais cibler plutôt sur la méthode des tests utilisateurs. Donc on imagine une start-up, elle se rapproche de vous et veut tester une application, une solution, en tout cas auprès d'une collectivité locale. Comment ça fonctionne? Vous allez dans la commune? Oui, alors on peut aller soit sur le terrain, donc là on va recréer en fait l'environnement réel des agents communaux qui vont être en situation d'utiliser l'outil. On peut très bien être dans le laboratoire des usages de Calixis, ici même, où on va reconstituer un environnement réel et on va mettre en situation donc, ces utilisateurs.
Et donc, la première étape, c'est vraiment de définir l'objectif du test avec le concepteur. Qu'est-ce que le concepteur souhaite, quels sont les objectifs à atteindre lors de ce test? Donc là, on peut imaginer qu'il souhaite tester les fonctionnalités de l'outil au regard des actions à entreprendre en cas de gestion de crise. Avant ou pendant une inondation? Avant, pendant, après une inondation. Donc là, l'exemple que je peux vous donner, on est... Imaginons que je travaille à la mairie. Voilà, Stéphane, vous êtes agent communal, vous travaillez à la mairie, vous travaillez au service d'accueil de la mairie. Donc vous avez pour mission d'assurer l'accueil téléphonique et l'accueil des personnes qui se posent un certain nombre de questions. Et vous vous tenez également informé, c'est-à-dire que vous êtes en relation avec d'autres acteurs qui vont vous tenir informé des différentes actions qui sont entreprises sur le terrain pour gérer au mieux la crise. Donc là, je suis en train de tester la solution. Donc là, on vous observe, on va analyser votre comportement d'usage face à l'outil. Donc là, on va vous donner un certain nombre d'instructions, un certain nombre de tâches. À titre d'exemple, je peux vous dire, vous allez... il y a quelqu'un qui arrive à l'accueil, qui est paniqué. Voilà, vous êtes en situation. Donc là, il y a un tiers qui arrive, une personne qui est paniquée. Donc, David, vous êtes un jeune homme qui cherche sa grand-mère qui se trouve dans cette commune qui a été inondée. Donc là, on est vraiment en situation de crise avec une inondation. Elle a été évacuée dans un lieu d'hébergement. On ne sait pas si elle a été évacuée. On ne sait pas si son quartier a été inondé. Et vous, Stéphane, vous allez être en charge d'utiliser en fait la plateforme et d'utiliser en fait les outils qui vont vous permettre de répondre aux besoins de cette personne. Donc vous allez utiliser, on va vous donner comme instruction d'utiliser l'outil cartographique. Et on va observer et analyser votre comportement au regard des fonctionnalités de cet outil cartographique. Si c'est facile à trouver, si on navigue facilement. Voilà, si vous naviguez facilement, si c'est rapide, intuitif, efficace, approprié aussi à votre sensibilité. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a jamais utilisé d'outils cartographiques, donc l'accessibilité, comme l'évoquait tout à l'heure Lisa, est différente par rapport à un expert en cartographie. Donc ça, c'est un exemple de tâches qu'on va vous donner. Et ensuite, on va observer. Et qu'est-ce qu'on va... Donc, on va observer si l'outil est bien approprié, adapté. Et toutes ces données que l'on va collecter, à la fois au regard des comportements d'usage, mais aussi... Le temps, le nombre de pages que j'ai visitées, c'est ça. Etc. Vont permettre aussi aux concepteurs de rendre plus performant, d'engager une stratégie de développement beaucoup plus optimale au regard des données qui vont être exploitées, analysées, collectées lors de ce test d'usage. Et nous, ça va être aussi assez enrichissant puisqu'on va pouvoir collecter ces données pour pouvoir rendre nos méthodes plus robustes aussi. C'est-à-dire que vous, moi, par exemple, usagé, vous allez me questionner ensuite sur mon ressenti? Alors effectivement, la deuxième étape, ça peut être aussi de vous soumettre un questionnaire où on va être plutôt on va évaluer plutôt votre ressenti sur la base d'un certain nombre de critères avec des échelles de 0 à 5. Est-ce que l'outil cartographique vous a paru simple d'utilisation, compliqué? Et on va, sur un certain nombre de critères, évaluer l'appropriation, la rapidité, l'intuitivité de ce dispositif. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir un entretien en face à face avec la personne qui a utilisé l'outil pour vraiment faire ressortir et creuser un peu plus le comportement et voir si cet outil est vraiment adapté à l'usage. On est vraiment dans l'adaptabilité de cet outil au regard des besoins. On a une question, c'est est-ce que le test par l'usage, ça n'est pas l'unique moyen de mettre en œuvre un numérique sobre? Oui, on pourrait très bien, comme on l'évoquait tout à l'heure, on peut effectivement... On passe moins de temps, c'est efficace. Il y a moins d'émissions? Alors, je dirais qu'on est dans une transformation numérique durable, puisque là, on va accompagner les concepteurs à adapter l'outil pour qu'il soit adopté par tous. Et donc, on va favoriser cette transformation durable auprès d'une collectivité, auprès d'un concepteur. Lisa, sur cette question, le test d'usage? Oui, je pense que ça fait déjà partie des clés de développement des startups notamment, c'est le fameux why. Et donc pourquoi, quel est le service, quelle est la réelle plus-value qu'on apporte à nos usagers? Et c'est une des conditions sine qua non finalement à tout bon business model, ou tout nouveau service.
bon service en tout cas. Quels sont les autres atouts d'un outil qui est adapté aux utilisateurs, Audrey? Alors, on peut, dans le sens où on a accompagné une start-up dans l'adaptabilité de cet outil. Cet outil est beaucoup plus performant. Il est vraiment approprié aux besoins. On répond vraiment, et donc il est accepté aussi, c'est ce qu'on disait. Et il est adopté, je dirais que vraiment adopté par l'usage que l'on peut en faire. Il est plus durable? Oui. Il est plus adapté dans le temps? Oui. Donc on est vraiment dans un outil qui peut être aussi adaptable, c'est-à-dire que l'on va... tous ces tests auront permis aussi de faire évoluer l'outil dans le temps, puisqu'on aura pris en compte les besoins des utilisateurs en amont. Et vous pouvez très bien, au sein d'une collectivité, les agents communaux peuvent changer. Donc si cet outil, à un moment donné, il est adapté pour les uns au regard de leur métier, il y a peut-être les sciences du comportement qui seraient à creuser pour adapter au mieux ces outils au regard de la réaction de chacun, du ressenti de chacun. Mais on va dire que passer par l'étude des comportements d'usage, ça rend les outils beaucoup plus performants et appropriés. David Berthiaud, justement, sur la plateforme que vous évoquiez tout à l'heure, c'est un challenge qu'elle soit plus adaptée aux usages, justement. Oui, l'échec, ce serait effectivement qu'elle ne soit pas utilisée. Donc il vaut mieux aligner l'usage par rapport aussi à nos objectifs. Et donc, comme j'expliquais, la co-construction, c'est déjà une des clés de la réussite, finalement, dans ces projets-là. De faire en sorte que les besoins, finalement, matchent avec les produits en fait, qu'on réalise. Sinon, on est dans la surconsommation aussi technologique. Et la surconsommation technologique, c'est évidemment des gaz à effet de serre, c'est de la pollution en plus. Donc il faut aller juste pile par rapport au niveau de besoin attendu. Un territoire zéro carbone 2040, il y a une étape intermédiaire ou oui, on a des phases d'évaluation régulières avec nos financeurs déjà, parce que c'est un projet, je pense notamment à la plateforme de données qui est financée à 20% par l'État et la Banque des Territoires, et puis à 50% par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, on a des obligations d'évaluation tout le long du dispositif. Et puis c'est une phase, effectivement, on est aussi dans des cycles qui sont agiles de développement où on livre régulièrement des fonctionnalités. Là aussi, pour finalement donner à voir régulièrement et faire en sorte qu'on n'ait pas un effet tunnel trop long et qu'on livre quelque chose beaucoup trop tard et qui ne correspond plus aux besoins présents. Donc il y a effectivement un enjeu d'être rapide dans les livraisons et puis une évaluation quelque part une amélioration continue un petit peu constante. Voilà. L'ambition, c'est que vous soyez le premier territoire en France. Vous communiquez déjà beaucoup dessus. Quand on regarde sur Internet, il y a énormément d'articles déjà sur votre ambition. Est-ce que vous en ressentez les effets en termes d'attractivité déjà? Parce que c'est un vrai marqueur quand même. Oui, déjà, effectivement, on a des sollicitations. Alors, dès le départ en fait, du projet, une des conditions, une des clés de la réussite aussi, c'était qu'on soit réplicable. Donc, par défaut, le projet a aussi été conçu pour finalement s'appliquer sur d'autres contextes que le nôtre, dans d'autres territoires également. Et donc, quelque part, c'était un marqueur un peu important à l'origine du projet. Et déjà, on est pas mal sollicité pour faire des petits, notamment dans la zone métropolitaine rochelaise, et même au-delà. C'est-à-dire que des territoires comme Niort ou comme Rochefort ici, et même un petit peu plus loin du côté de Bordeaux et de la Gironde, s'intéressent à nos projets pour justement collaborer, voire utiliser peut-être demain la plateforme. En tout cas, on voit qu'on a des préoccupations un peu identiques sur chacun de nos territoires français. Voilà. Tout le monde ne va pas à la même vitesse, mais vous allez plutôt vite. On nous posait la question, territoire zéro carbone, est-ce que c'est la Silicon Valley du numérique responsable? C'est l'ambition de La Rochelle. C'est l'ambition de La Rochelle, clairement, de la région aussi, parce que je pense qu'on est un ensemble d'acteurs être parfaitement alignés vers le même objectif. Et ce qu'on aimerait effectivement, c'est que demain, une entreprise qui veut faire du numérique responsable, ou en tout cas faire du numérique un peu autrement, ils se disent en France et en Europe, il n'y a pas photo, quoi. C'est ici que ça se passe, à La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, on a un écosystème qui est favorable avec des acteurs académiques, institutionnels, de la formation, des ressources qui sont à disposition. Et on pense qu'aujourd'hui, il y a matière évidemment à attirer des entreprises qui sont sur la même longueur d'onde. Voilà. On nous a posé la question aussi, faut-il interdire aux GAFAM de rendre obsolètes leurs outils à un rythme tellement effréné? Alors ça, c'est une vraie question, mais on va se la garder, si vous voulez bien, pour l'intervention de Vincent Courboulet tout à l'heure, parce que je pense qu'il sera évidemment tout à fait à même d'y répondre, ou pas que vous ne le soyez pas, au moins que vous soyez dire un mot, Lisa. Vincent Courboulet sera tout à fait... On va parler du numérique responsable tout à l'heure avec lui, ce sera à 16h30, et il nous rappellera quelques enjeux environnementaux, avec des chiffres qui sont quand même extrêmement inquiétants, notamment ces fameux horizons à 30 ans dont vous parliez
parliez tout à l'heure, de la disparition des matériaux. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. On va continuer, on va retrouver Clément Lessort d'ailleurs, avec une start-up qui collabore avec Calixis. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure de développement d'un outil numérique, de la manière dont vous l'adaptez aux usages. Eh bien, c'est exactement ce dont on va parler maintenant avec l'une d'entre elles qui s'appelle Numérisk. Clément, c'est à vous.